Alors on se retrouve pour un nouveau débat où cette fois-ci on va s'intéresser finalement au tout dernier maillon de la chaîne, aux particuliers, aux Français, aux épargnants, avec la question de l'utilité de leur épargne. Alors on en parle beaucoup en ce moment, on attend une loi, on attend des textes, on attend des nouveaux produits d'épargne qui permettraient de placer son argent et de le flécher vers des choses potentiellement plus vertes, a priori du moins c'est ce qui se dessine. Donc comment peut-on s'assurer d'avoir une épargne qui contribue à la transition, donc au mieux, ou en tout cas à minimum, une épargne qui ne contribue pas trop à un monde carboné. Qu'est-ce qui serait disponible demain? Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Pour en parler avec nous, Eva Sadoun, fondatrice de l'ITA. Bonjour Eva. Bonjour. Étienne Barrel, directeur général délégué de la Fédération bancaire française. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, Bercy devrait lancer des nouveaux produits d'épargne vert. Les contours ne sont pas très clairs, du moins ça change beaucoup entre les moments où on se parle avant, aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'évolutions. Néanmoins, on parle d'un concept de livret ou de plan d'épargne-action plus vert. Alors ma question, elle est peut-être un peu naïve pour commencer, mais est-ce que ça vous semble nécessaire de créer des nouveaux produits d'épargne? Est-ce qu'on tient là en fait le moyen d'accélérer la décarbonation de l'économie grâce à cette fameuse épargne des Français dont on sait qu'elle est assez colossale? Je pense qu'il faut prendre le sujet par le bon bout. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui limite la trajectoire de décarbonation de l'économie? Est-ce que c'est un manque d'argent pour financer ces projets ou est-ce que c'est un manque de projets eux-mêmes? Et nous, notre conviction, et qui je pense est assez étayée, c'est que ce qui manque, ce n'est pas l'argent pour le financer, ce sont une massification suffisante des projets, et donc de passer à une échelle très forte, soit dans des projets déjà verts, c'est plus de champs d'éoliennes, plus de photovoltaïque, plus de raccordement, ça ce sont les projets verts déjà, soit des projets importants de décarbonation, c'est-à-dire de processus industriels qui utilisent moins de CO2. Et donc, ma conviction, c'est que, effectivement, je comprends que le gouvernement réfléchit à des projets de livrets plus dédiés ou de produits d'investissement plus dédiés au vert. Il faut faire attention à ce que ça ne crée pas d'attente exceptionnelle, comme quoi ceci va être la solution pour accélérer cette décarbonation. Donc si je vous entends bien, il y a potentiellement suffisamment d'argent, mais pas assez de projets. Eva, vous êtes un peu spécialisée justement dans la détection de ces projets verts ou des entreprises qui les portent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que c'est une bonne idée de créer des produits d'épargne qui vont flécher l'épargne vers ces projets, ces sociétés? Alors, moi, pour le coup, effectivement, dans les différentes discussions qu'on peut avoir avec Bercy, le Trésor et les régulateurs, j'ai toujours été parmi ceux et celles qui disaient qu'il y avait les projets, oui, mais justement, en fait, qu'il manquait le produit financier adapté à ces projets. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de comment rediriger vers cette économie verte, comme si cette économie verte, finalement, elle n'avait que la couleur qui changeait, qu'elle devenait verte d'un coup, mais elle fonctionnait comme l'économie dite traditionnelle. Et en fait, ces projets-là, qui sont des projets nécessairement toujours très innovants, ou des projets qui sont sur plutôt du long terme, ou des projets qui nécessitent effectivement aux acteurs bancaires, aux acteurs financiers de regarder différemment le marché. Je prends un exemple très concret, la relocalisation d'une filature lin, relocaliser les usines en France, on se dit, tout le monde va financer ça. Aujourd'hui, les modèles économiques dans l'industrie, avec la crise énergétique, etc., étant assez compliqués, ces projets-là ont du mal à se financer. Et d'ailleurs, ne trouvent parfois pas de prêts ou d'investissements. Et parce qu'il y a des projets derrière ou pas? Pardon? Parce qu'il y a un enjeu de rentabilité aussi. Alors, c'est des projets sur lesquels, effectivement, on a moins de retour, de vision sur quelle va être la rentabilité de ces projets, parce que ça fait 20-30 ans qu'on ne finance plus l'industrie textile, notamment en France. Donc effectivement, pour un acteur financier, un prêteur, un investisseur, c'est un peu particulier quand il reçoit ce type de projet, et il a souvent une aversion au risque, parce que effectivement, ces projets sont innovants. Ou sur certains projets d'énergie, c'est des logiques beaucoup trop long terme pour certains acteurs financiers qui, d'un point de vue de l'investissement ou parfois d'un point de vue de la dette, ont besoin de retours plutôt à court terme. Donc voilà, de par le degré d'innovation fort et de par le fait que c'est des modèles économiques qui sont nécessairement compliqués, ces projets-là trouvent effectivement moins d'accès au financement. On peut le voir aussi, parce qu'on va parler d'épargne, on peut parler aussi des projets de rénovation énergétique, qui sont des projets aujourd'hui qui sont nécessaires, qu'à peu près les 3/4 des collectivités devraient mettre en place dès maintenant, qui demandent une somme d'argent colossale.
Pourquoi on n'arrive pas à financer la rénovation énergétique? C'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de projets. Les collectivités ont toutes et tous des projets de rénovation énergétique. C'est parce que le modèle économique et le modèle de financement qui leur est proposé n'est pas adapté, que ce soit à la durée ou au risque que les financeurs sont prêts à prendre. Voilà. Donc, il y a effectivement besoin de plus de produits d'épargne, mais effectivement de repenser les modèles économiques. Parce que là, si on s'en tient aux produits d'épargne, on reste un peu pour le côté, pour l'instant, à l'écart de tout ce qui est fonds d'investissement, etc. Mais l'épargne pure réglementée, on sait qu'il y a de l'épargne en quantité, on sait aussi qu'elle est placée là sur du long terme, on voit le livret A. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réfléchir à la création de nouveaux produits? Pourquoi ne pas créer simplement un livret A vert, ou pourquoi ne pas utiliser les supports existants? Quels sont un peu les enjeux derrière ces discussions finalement? Je pense que le débat là, que vient d'initier Madame Sadoun est important. C'est la question de la clarté des objectifs quand vous épargnez. Et je pense que le rôle des banques est d'être très clair aussi dans la discussion qu'ils ont avec leurs clients sur quels sont les objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est un objectif qui peut être de maintenir votre capital, un objectif de liquidité, un objectif de rentabilité? Et il faut faire attention parce que tous ces objectifs ne sont pas compatibles. Et on a bien vu lors des crises financières que vous ne pouvez pas à la fois avoir une épargne très liquide, très sécurisée et très rentable. Et donc, si on prend un exemple, là, la rénovation énergétique, je partage totalement. C'est aujourd'hui une difficulté pour faire une opération de rénovation énergétique, c'est parce que, en tant que tel, le projet à la fois n'est pas forcément suffisamment rentable pour se payer lui-même, à la fois pas suffisamment sûr technologiquement pour que vous sachiez quelles sont les bonnes voies à mettre en œuvre. Et donc, si vous parlez là à l'épargnant, il a besoin d'être sûr que l'argent qu'il va confier à nous, banques, il va être transformé pour financer ces projets-là. Si derrière la promesse que vous lui donnez, c'est « attention, vous allez prendre un risque en capital », parce que le projet que je vais financer, il est très disruptif. Son modèle économique n'est pas forcément établi. Et il est sur le très long terme. Et donc, par conséquent, vous n'aurez pas de disponibilité pendant des années parce que l'argent, il est bloqué. Et à la fin, dans des années, je pourrais ne pas vous rendre votre argent parce que c'est un projet à risque. Vous devez dire ça à votre épargnant. Et donc, c'est là où je fais attention sur la création de nouveaux livrets. Si c'est des nouveaux livrets à destination d'un public large et donc avec une nécessité... Quel est l'objectif aujourd'hui ? Voilà, ce qui est l'objectif, il faut faire attention à ne pas avoir une fausse promesse, c'est-à-dire qu'un objet de diffusion très large, c'est souvent de l'épargne sécurisée et de l'épargne relativement liquide ou de l'épargne à long terme, mais dans ce cas-là, qui n'est pas liquide à court terme et avec plus de risques. On sait que l'épargne des Français, elle se dirige principalement vers des produits plutôt sécurisés, mais qui est aussi du long terme. La proportion de Français qui détiennent un produit financier en dehors de leur plan épargne entreprise, elle est microscopique. Donc si on veut aller puiser dans les fonds disponibles, on est bien obligé d'aller vers les livrets réglementés. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On crée un autre produit. Est-ce qu'il est possible, d'après vous, Eva Sadoun, de diriger l'épargne traditionnelle sur les produits réglementés vers la transition ? Alors déjà, moi, je suis contre la stratégie de remplacement. Il y a eu ce débat aussi pendant la PPL, c'était sur l'industrie verte. Là, c'était de dire, on va maintenant dans le LDDS mettre du nucléaire ou dans le livret A, le secteur de la défense. Il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on a créé chacun des produits. Si le livret A a été créé pour financer le logement social, c'est pour une raison. Le livret A, ça doit être son objectif principal, de financer le logement social et de financer l'activité des PME qui ont toujours besoin de financement. C'est pas parce qu'on a un nouveau problème que les problèmes du passé n'existent plus. C'est pareil sur le LDDS. L'objectif, c'est de financer un développement durable qui est solidaire, qui est inclusif, qui a une part qui finance l'économie sociale et solidaire, une part qui finance les prêts verts. Moi, je pense que le LDDS devrait, et on a lancé une grande pétition qui a eu pas mal d'échos, devrait davantage être massifié vers le financement de la transition écologique, avec cette logique toujours d'inclusion, donc avec des projets qui sont publics, typiquement la rénovation en fait partie. Si l'État considère qu'il n'y a pas les masses financières pour financer la transition, donc typiquement le nucléaire ou la décarbonation des entreprises, qu'elle crée un nouveau livret, moi je suis complètement pour, mais qui serait effectivement tracé vers ces projets nucléaires, et vers ces projets notamment d'employabilité, vers ces projets de décarbonation de l'industrie, ce qui est quand même aussi un énorme enjeu, mais ce ne sont pas les mêmes modèles économiques, ce ne sont pas les mêmes expertises, et ce ne sont pas les mêmes durées, etc. Donc effectivement, je pense qu'il faut effectivement multiplier
les produits d'épargne, parce que finalement, il y a quand même la part la plus importante de l'épargne, c'est quand même l'assurance vie, c'est quand même l'épargne financière, mais la majorité des épargnants investissent dans les livrets. En fait, c'est une cinquantaine de millions de livrets contre beaucoup moins de produits d'assurance vie, mais des encours plus importants. Donc les stratégies doivent être différentes. Et je pense que les Français, ils ont confiance en les institutions et les banques publiques aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin que effectivement les projets qu'ils financent soient alignés avec les objectifs de l'État, les objectifs d'employabilité, les objectifs de construction, etc., d'une nouvelle trajectoire qui est alignée avec un scénario 1,5 degré. Mais pour qu'ils puissent maintenir cette confiance, il faut qu'il y ait effectivement une meilleure traçabilité sur ces projets-là et une meilleure allocation. Et vous disiez que les projets doivent être les produits d'épargne doivent être le reflet de la liquidité d'un projet et d'une entreprise. C'est-à-dire, si on a un projet qui est risqué comme la rénovation, le livret devrait avoir le même niveau de risque, entre guillemets. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'un produit d'épargne, la Caisse des dépôts, pour pouvoir proposer de la liquidité, a une part importante du fonds d'épargne qui est placé dans des actions, par exemple en bourse, des obligations, des produits qui sont liquides et peut compenser, du coup, avec effectivement des projets plus long terme. Pour moi, c'est aux acteurs financiers de faire leur travail, de retrouver de la liquidité dans un produit et ensuite, par contre, de proposer aux épargnants que ces produits soient effectivement bien tracés. Vous disiez qu'il faut avoir confiance dans les institutions bancaires, qu'il faut de la transparence. Aujourd'hui, elle est là, la transparence ou pas? Quand on parle son épargne sur les produits réglementés des banques traditionnelles, on a le degré de transparence nécessaire? Aujourd'hui, côté Caisse des dépôts, sur la partie qui est centralisée, on a effectivement à peu près 70% de transparence, je dirais. C'est-à-dire qu'on sait la part qui est investie dans des prêts verts, on sait la part qui va dans des logements sociaux et dans des infrastructures publiques. Par contre, effectivement, il y a une trentaine de pourcents qui sont placés sur des actions et des obligations. On ne sait pas vraiment quelles entreprises, on ne sait pas vraiment si c'est du souverain, si c'est du corporate. Et du coup, on ne sait même pas finalement quelle est la position de la Caisse des dépôts vis-à-vis de ces entreprises. Est-ce que c'est une position de financeur de dernier recours? Est-ce que la Caisse des dépôts peut s'engager d'un point de vue actionnarial? Il y a eu une table ronde intéressante juste avant sur quel est le rôle des actionnaires dans les entreprises. Est-ce qu'ils peuvent permettre que nos entreprises s'alignent avec des trajectoires climatiques qui feront juste qu'on va préserver l'humanité? On attend aussi de la Caisse des dépôts, si jamais elle intègre davantage d'épargne financière dans son bilan pour pouvoir diversifier, et qu'elle puisse aussi être transparente sur ses positions. Par contre, le problème, c'est plutôt côté banque. sur les 40% non centralisés qui vont vers des PME et dans certains cas vers la transition, parce que les différents livrets ont différents objectifs. 80% de PME sur ce qui est non centralisé, 10% dans la transition écologique, 5% dans l'économie sociale et solidaire, c'est la loi. On ne sait pas quelles sont les PME, on ne sait pas quelles sont les boîtes de l'économie sociale, on ne sait pas quels sont les projets de transition écologique. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'un niveau de transparence supplémentaire. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir, ce niveau de transparence supplémentaire? Moi, je pense que les banques sont tout à fait prêtes à aller vers plus de transparence sur la manière dont les fonds collectés dans un livret permettent de financer des projets, permettent de financer des entreprises. Je pense qu'il faut faire attention, en revanche, à la notion de fléchage, c'est-à-dire que ce n'est pas l'euro qui a été déposé sur le livret-là qui permet de financer tel projet individuel. Sinon, moi, quand je demande le remboursement de mon livret, on va se retrouver vers l'entreprise dont on a financé la camionnette électrique en disant il faut rembourser le prêt parce que M. Barrel a besoin de son argent. Donc on a besoin de faire en sorte qu'on ait une meilleure transparence, et je suis d'accord avec Mme Sadoun sur le fait qu'il est important de savoir si, en transparence, ce que l'on a déposé permet le financement de tel type d'entreprise, de tel type de projet de décarbonation, et les banques sont prêtes à aller plus loin dans à la fois des engagements plus importants et de la transparence plus importante, tout en faisant encore une fois attention à ne pas canaliser ces 7 euros-là qui financent telle chose, parce que justement il est très important d'assurer cette liquidité et cette gestion du risque pour que si c'est tel projet qui malheureusement ne se passait pas bien, ce ne soit pas tel épargnant qui soit impacté. Alors sans canaliser justement, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer et pour démontrer cette adéquation entre les projets et un montant investi ? Alors actuellement, il y a déjà des obligations de réemploi, c'est-à-dire par exemple sur le livret de développement durable et solidaire, vous avez des obligations de niveau de réemploi des fonds dans certains secteurs, dans certaines activités. Vous pouvez aller dans deux directions. Le premier, c'est monter ce niveau de réemploi pour dire que ce n'est pas une partie, mais une partie plus grande, et à terme peut-être l'intégralité dont
vous nécessitez un réemploi vers des choses très fléchées. Et ensuite, c'est le niveau de transparence sur est-ce que vous allez communiquer sur tel type de secteur, par exemple la construction neuve de logements, avec des normes plus exigeantes que ce qui était auparavant, vers lequel vous allez le financer, ou est-ce que vous allez encore plus loin sur du micro-management à la fin, et ça me semble moins pertinent. Eva, pour conclure, je voudrais vous poser la question qui finalement est le titre de la table ronde. Comment est-ce qu'on fait ou sur quoi on investit si on veut une épargne plus décarbonée ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Sans attendre forcément les nouvelles solutions du gouvernement dont on ne connaît pas bien les contours. C'est simple. Déjà, on regarde les problèmes de la société actuelle. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux rapports de l'AIE, parce que c'est quand même important de le rappeler, notre économie, si on projette le scénario actuel de notre économie, des décisions qui ont déjà été prises, on va vers un scénario à 4 degrés. Ouais. Voilà. Donc, pour pouvoir aller vers un scénario à 1,5 degré, il faut arrêter tous les nouveaux projets d'énergie fossile, il faut décarboner massivement notre économie. Et vu les innovations qu'on arrive à faire aujourd'hui et la pérennité économique du secteur du nucléaire, on se rend bien compte quand même qu'on ne va pas pouvoir juste tout électrifier, parce que sinon, voilà, ça va être on va être un peu limité. Donc il faut sortir de la rêverie, regarder la réalité et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et du coup, se dire, quelle est l'épargne qui finance ce nouveau monde ? Donc, il faut une épargne qui permette de décarboner l'économie. Et pour ça, effectivement, il y a de plus en plus d'unités de compte sur les marchés ou même de banques qui s'intéressent à la question de la décarbonation de l'économie. Donc, il faut effectivement avoir une discussion avec son banquier pour savoir quels sont les produits qui permettent le mieux de décarboner l'économie. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller vers des gestionnaires d'actifs qui votent contre les projets d'énergie fossile. On est en période d'AG. On est en période d'AG. Il y a une assemblée générale qui ne meurt pas de sa non-popularité, qui aura lieu le 26 mai, où là, clairement, va se décider ou pas, est-ce qu'on vote une trajectoire d'alignement avec les accords de Paris, et ça impliquerait la non-création de nouveaux projets d'énergie fossile. Donc, il faut placer son argent vers les gestionnaires qui votent contre les nouveaux projets d'énergie fossile et qui s'engagent à ce que ces entreprises s'alignent avec un scénario 1,5 et 2 degrés, parce que tant que cette lumière ne pourra fonctionner ou que l'énergie de notre économie n'aura pas fait sa transition, on peut créer toutes les innovations qu'on veut, ça ne changera pas, même l'industrie verte, elle restera carbonée et elle ne sera pas désirable. Et ensuite, qu'on puisse placer son épargne dans le long côté, sur une part qui est plus faible, mais parce que malgré tout, si on veut financer des innovations demain, si on veut financer un nouveau modèle d'économie qui est circulaire, qui est moins consommateur en énergie fossile, qui est plus local, ça se passe aussi beaucoup chez les PME et les ETI et pas que dans le secteur coté. Donc, ça nécessite ou d'avoir plus d'épargne non cotée dans les produits type assurance vie, etc., ou effectivement d'investir en direct dans des projets qui ont cette durabilité. Voilà. Ces fameux projets qui ont besoin de financement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.